donc on était dans le sujet de la provenance et des lieux. Je suis ravi que tu sois avec nous parce que tu es sans doute un des meilleurs spécialistes sur la question des tiers-lieux. Tu as beaucoup contribué à leur développement en France, bien sûr, mais en Europe. Et tu continues. Donc, en fait, je voulais un petit peu ton témoignage autour de deux questions. En fait, on a aujourd'hui une espèce d'effervescence autour du développement des tiers-lieux avec un financement public tel qu'il n'a jamais été développé, avec notamment les impacts du confinement sur la question des tiers-lieux. Donc, les tiers-lieux sont très à la mode. Alors, toi qui as suivi leur développement depuis des années, de ton point de vue, comment tout ça s'explique? Bien, Lyon. Merci pour l'accueil. Quelle question. Mon explication. Bon, pour commencer, déjà, je pense que pour commencer, il faut déjà savoir peut-être de quoi on parle et savoir de quoi on parle. Est-ce que vous m'entendez correctement? Peut-être que j'ai mon micro qui fonctionne pas. Partons du principe que ça. C'est pas très fort et pas très puissant. En fait, on entend, mais peut-être un tout petit peu. Si vous pouvez monter le son. Ok. Est-ce que là, ça va mieux? Oui, ça va mieux. Ouais, c'est beaucoup mieux. Mon micro. Oui, donc je disais peut-être avant toute chose, et c'est un. Faut monter un petit peu encore. Encore. Ok. Tout de suite. Et là? Est-ce que ça va? C'est bien. C'est trop fort, là. C'est trop fort. Bon. Ok. Là, est-ce que c'est bon? Oui, c'est très bien. Ne bouge plus, ne parle plus. Merci. Si, parlez. Donc, je disais que sur la question des tiers-lieux, il y a une chose qui m'a semblé toujours importante et qui l'est encore plus maintenant, c'est l'action de savoir déjà de quoi l'on parle. Parce que peut-être que je ne connais pas un peu votre niveau de connaissance du sujet, mais la question de la définition même des tiers-lieux est une question qu'on a tendance un peu à contourner. Et puis, quand je dis ça, je le dis sans malice, parce que c'est quelque chose que j'ai pu faire aussi à une époque, en tout cas jusqu'à l'effort de thèse que j'ai fait sur le sujet qui m'a forcé à formuler une définition. Et le fait qu'on reste comme ça dans une définition qu'on ne veut pas définir, avec des ritournelles sémantiques qui disent voilà, un tiers-lieu ne se définit pas, enfin, c'est quelque chose qu'on entend régulièrement, fait qu'on inclut tout et n'importe quoi dans un tiers-lieu. Donc peut-être qu'une des raisons pour lesquelles il y a un engouement, c'est que ça semble un angle mort, ça, une chose, un réceptacle à tout un tas de fantasmes. Et ce qui fait aussi que la politique publique me semble s'engouffrer là-dedans. Maintenant, si on revient en arrière et si on essaie de comprendre fondamentalement qu'est-ce qui fait que les personnes sont portées vers les tiers-lieux au-delà de l'effet de mode, eh bien, on revient à une définition qui est une définition de base. Lorsqu'on parle de tiers-lieux et quand le concept a été formulé, il s'agissait tout simplement de formuler un terme pour parler des lieux de sociabilité. Même des lieux de sociabilité traditionnels. Pour la petite histoire, le terme apparaît simplement lorsque un sociologue urbain s'aperçoit à regret, que dans les plans d'urbanisme aux États-Unis, puisque c'était le lieu de sa recherche, et à cause des droits de zonage, des lieux de sociabilité étaient totalement absents et que les personnes ne pouvaient simplement aller au travail ou rester chez eux et qu'il y avait de moins en moins, ou plus en tout cas, de lieux de rencontre. Alors c'est une problématique qui était typiquement américaine, mais on peut la retrouver aussi en France ou en Europe d'une autre manière, parce que dans ces ouvrages-là ou dans ces recherches-là, l'action du lieu de sociabilité porte un fantasme qui est souvent lié à la culture européenne, notamment celle des cafés et des coffee shops, pour revenir à une histoire des lieux de sociabilité qui est souvent, en tout cas, portée par ce que drainent les Lumières. L'époque des Lumières, en tout cas, on connaît l'importance des cafés, des coffee shops et des lieux de sociabilité dans la période révolutionnaire, si je puis dire, pour aller vite. Ensuite, dans les années 90, il y a un apport du marketing. Le marketing s'empare de ce concept-là de tiers-lieu pour parler des lieux de sociabilité, notamment face aux nouvelles approches de consommation, face aussi à l'émergence d'Internet qui transforme les approches de consommation. Ce qui fait que le marketing vient pour proposer au travers du concept de tiers-lieu une autre manière de rencontrer ses clients. C'est ce qui se passe chez les grandes marques. On trouve ça, bien sûr, que Starbucks est connu, mais on trouve également cette appropriation du concept de tiers-lieu
tiers-lieux par des grands groupes bancaires. Le monde de la banque utilise énormément le concept de tiers-lieu pour renouveler son approche des guichets, notamment. Les musées le font également, parce que, notamment à cause d'Internet, le rapport à l'œuvre doit être changé, le rapport au lieu qui accueille l'œuvre doit être changé, et puis finalement, c'est pas si mal, parce qu'on retrouve là aussi une manière de répondre aux problématiques posées par la démocratie, les politiques culturelles et la démocratie culturelle. Les bibliothèques, si on s'en empare également, puisqu'on a accès à tous les livres depuis chez soi. Pourquoi aller dans une bibliothèque? Eh bien, on peut y aller parce que la bibliothèque devient un tiers-lieu. Donc en fait, voilà, on retrouve plein de secteurs comme ça qui s'emparent de ce concept de tiers-lieu en se disant simplement qu'ils souhaitent devenir le tiers-lieu de leur communauté. Les restaurants le font, ils veulent devenir le tiers-lieu de leur communauté. Donc on parle de Starbucks qui est celui qui a le premier utilisé ce concept-là au niveau marketing, mais d'autres comme Dunkin' Donuts, McDonald's ou bien d'autres ont fait la même chose avec cette volonté affirmée de devenir le tiers-lieu de leur communauté. Devenir le tiers-lieu de leur communauté, c'est également ce que des centres commerciaux ont voulu faire. Donc vous voyez, la manière dont on perçoit le tiers-lieu en ce moment est un peu fantasmée finalement, et fantasmée parce que dans les années 80, dans les années 2000, aussi à cause de l'émergence du télétravail, aussi il y a les collectifs de citoyens on commençait aussi à travailler. Moi, c'est de là que je viens. C'est la culture c'est là que j'ai découvert les tiers-lieux. On commençait à s'emparer de ce concept-là. On commençait à dire, OK, nous, on va faire des tiers-lieux pour travailler notre autonomie, finalement, pour créer nos propres entreprises, créer notre propre projet, travailler sur des problématiques qui nous intéressent, etc. etc. Et ça, c'est ce qui est apparu au fin des années 2000, début des années 2010, avec une manière de travailler, en tout cas en France, qui était très spécifique, puisqu'elle était fortement influencée par le monde de l'informatique, par les connaissances de l'informatique, avec une volonté de documenter, ce qu'on appelait documenter les pratiques. Donc, on a travaillé sur des systèmes comme Movilab, par exemple, qui ont permis de créer des socles de connaissances communes sur le sujet et qui ont connu un succès assez important, au-delà des documents manifestes, des innombrables expériences qui ont été décrites, partagées, qui ont permis de formuler comme une forme de communauté des tiers-lieux en France. Il y avait vraiment, on a pu voir effectivement des centaines et des centaines, progressivement des centaines et des centaines d'expériences se créer, de gens vouloir faire des tiers-lieux un peu partout, tout cela prenant des formes totalement diverses, qui étaient plutôt très positifs. Et par là, à partir de 2017, comme une spécificité tout à fait française, l'État s'est dit, bah, écoutez, on va accompagner ça, on va financer cela, et puis on va normaliser ça, on va en faire une filière, on va en faire quelque chose, voilà, on va financer ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je travaille beaucoup en ce moment, j'ai beaucoup poussé pour le mouvement éthiopien en France, et puis depuis 2019, je travaille beaucoup en Europe et puis dans d'autres pays international. Et cette approche du tiers-lieu, donc du lieu de sociabilité, ce financement des lieux de sociabilité par le gouvernement interroge beaucoup. Et ça m'interroge grandement également, et je sais que ça pose beaucoup de questions. Comment un gouvernement peut financer les lieux de convivialité, dans quelle mesure cela va impacter ou peut impacter sur ce qui va s'y passer, et quelle est l'ambition là-dessus. Alors quand on regarde un peu ce que la politique publique veut faire, comme je l'ai dit juste avant, il essaie de créer une filière. On voit même dans la formulation, dans la manière dont ils définissent le tiers-lieu, dans la manière dont ils orientent les finances, qu'il y a une volonté finalement de pousser dans ces tiers-lieux des filières productives. Donc on se retrouve avec une idée de lieu de sociabilité qui a une destinée productive. Le lieu de sociabilité avec une définition de la sociabilité qui est, pour faire simple, l'idée de la joie d'être ensemble, de converser, de partager des idées. Historiquement, et pour faire simple, c'est un peu cela qu'on retrouve derrière l'idée de sociabilité. Ici, la sociabilité passe vers une logique de productivité. Donc le tiers-lieu devient un lieu de productivité collectif et non plus un lieu de sociabilité. Et ça interroge, dans mon sens, énormément sur la manière dont les acteurs publics et aussi privés, parce que je n'en ai pas parlé, mais on voit certains acteurs privés qui ont un mouvement un peu similaire, vont orienter finalement la sociabilité pour répondre à leurs propres intérêts et non plus répondre finalement peut-être aux intérêts des communautés qui montent ces tiers-lieux.
Alors, pourquoi on focalise là-dessus? C'est justement probablement parce qu'on a trouvé sans doute là un moyen d'orienter les comportements et de diffuser ses propres valeurs. Dans les tiers-lieux qui sont productifs, comme ils sont formulés actuellement, c'est finalement une vision très proche de celle diffusée par le gouvernement actuel. Ça pourrait être un autre gouvernement, ce sera exactement pareil, qui se diffuse. Est-ce que ce sont les visions, les ambitions des communautés? Je ne suis pas vraiment sûr. En tout cas, en France, dans ce qui s'y passe. Ensuite, pour finir sur ce premier point, parce que je ne veux pas être trop long, il faut m'arrêter parce que j'ai l'habitude de parler, je parle beaucoup. Non, non, mais Pour finir sur ce point, ça c'est vraiment une spécificité très très française, mais moi j'aime regarder le tiers-lieu dans son essence de lieu de sociabilité et donc de sortir du fantasme du coworking ou du Fab Lab ou du hackerspace qui sont des lieux de sociabilité pour hackers, qui sont des lieux de sociabilité pour travailleurs. En tout cas, qui ont pour l'ambition de l'être et qui ne le sont pas toujours. Et regarder simplement cela comme un retour dans le besoin, l'expression finalement d'un besoin de convivialité, un besoin de lieu de convivialité qui s'exprime et qui se manifeste d'autant plus actuellement. Et j'aurais peut-être trois exemples qui montrent leur intérêt et aussi pourquoi ils suscitent l'interrogation, ils suscitent une volonté d'appropriation et d'orientation. Alors déjà, juste pour l'anecdote, je lisais dernièrement un article, un article sur comment, si je peux dire, les lieux de sociabilité genevois ont été transformés par la présence française au XVIIe siècle, avec justement la création de lieux de culture, de théâtre, de comédie qui n'existaient pas à Genève, et de cafés pour mieux surveiller et orienter les comportements des Genevois qui étaient un peu bloqués entre eux, un peu réticents aux mœurs françaises. Et donc, si ça vous intéresse, je vous partagerai cet article qui est tout à fait éclairant, qui montre que la lieu de sociabilité genevoise était finalement des cercles entre personnes assez fermés, assez austères, comme peut l'être la culture genevoise initiale en tout cas. Et puis, justement, pour faire transformer cette culture, on a imposé, et Voltaire en parle très bien dans cet article, justement, aussi, il y a Voltaire qui est énormément cité, qui a habité juste à côté, à Ferney, comment on a importé la culture au travers le théâtre de comédie et les cafés pour mieux contrôler et surveiller les personnes. C'est un article qui est assez éclairant et qui, à mon sens, donne des billes pour comprendre comment on utilise les lieux de sociabilité pour transformer les mœurs. Mais pour revenir actuellement, moi j'ai trois exemples que j'aime citer pour montrer comment finalement ces lieux de sociabilité s'imprègnent un peu partout. Il y en a un, c'est le Global Humanitarian Lab. C'est une expérience qui a eu lieu il y a 3 ans, 4 ans, avec l'ONU, la Croix-Rouge, mais je m'excuse, la Croix-Rouge, et puis une association Terre des Hommes, qui avait pour mission de mettre des Fab Labs dans les camps de réfugiés. L'idée étant, un peu comme on a cette idée de tiers-lieu de production, là, dont je vous parlais, on va mettre des Fab Labs dans des camps de réfugiés, et puis les personnes vont venir, vont faire des projets, vont apprendre des choses, et puis ça va être génial, puis on va être très heureux, et puis ça va révolutionner leur vie. Ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 2 ans d'expérience, ils ont arrêté l'expérience pour la bonne et simple raison que le Fab Lab ne fonctionnait pas, parce que le Fab Lab fonctionnait non pas pour monter des projets, mais fonctionnait comme lieu de sociabilité. Les personnes venaient effectivement dans le Fab Lab, non pas pour construire des choses, mais pour rencontrer les personnes, pour faire de la musique, pour échanger, pour discuter, et non pas pour simplement avoir une logique de production. Donc les évaluateurs de l'ONU sont arrivés en disant mais pourquoi voulez-vous qu'on dépense autant d'argent sur des machines alors que ce qui marche, alors ce qui intéresse les personnes, c'est de se rencontrer simplement dans un lieu de sociabilité. Donc vous voyez, le Fab Lab n'est pas forcément un tiers-lieu, n'est pas forcément le tiers-lieu d'une communauté, mais peut l'être dans ce cas. Dans ce cas-là, les usages changent. Et moi, je travaille beaucoup avec les acteurs des Fab Labs, notamment les acteurs des Fab Labs académiques. C'est quelque chose qui remarque tout à fait, où les étudiants ou les élèves ou les personnes qui fréquentent les Fab Labs ne viennent pas pour construire, viennent parce que c'est un moyen de se rencontrer, de créer de la formalité, de discuter, d'échanger des savoirs et pas simplement de faire des prototypes comme cela a été, comme ça a été désiré, en tout cas au tout début. Un deuxième exemple, et arrêtez-moi, je le répète, arrêtez-moi dès que vous pouvez, c'est Fukushima.
Euh, On entend un petit peu moins, Antoine. Juste ton micro, je sais pas. Pardon, je sais pas, je disais c'était C'est mieux. Ouais. un deuxième exemple que j'aime à citer. Au Japon, les tiers-lieux ils sont énormément travaillés, c'est un concept qui est énormément travaillé. Et je me réjouis de m'y rendre dans peu de temps pour pouvoir creuser ce sujet-là. C'est très travaillé au niveau des questions sanitaires pour les adolescents, pour les personnes âgées, comment les tiers-lieux ont une importance pour éviter l'isolement, la solitude, les risques de suicide également, et tout ce qui est lié au bien-être. Mais là, à Fukushima, après l'incident de Fukushima, lorsque les populations ont été déplacées, on a créé des camps de réfugiés également, précaires, en tout cas des camps éphémères pour loger les victimes de Fukushima. Et à l'intérieur de ces camps, on crée des tiers-lieux en fait, où les personnes justement pouvaient se rencontrer pour s'entraider, pour discuter, se resociabiliser, partager leurs expériences, et puis également partager leurs moyens de se défendre vis-à-vis des assurances qui avaient un peu de mal à payer, etc., etc. Donc, oui, le tiers-lieu là devient un cadre de vie, mais il fait fonction de lieu de sociabilité comme il devrait l'être et comme il l'a souvent été dans les sociétés humaines. Sauf que là, il est utilisé sur une situation de crise catégorique qu'on a retrouvé d'ailleurs, peut-être que je vais m'arrêter là, avec ce qui s'est passé avec le Covid. On s'est tous esclaffés lorsqu'il y a eu le Covid sur les makers qui ont fait des casques, qui ont fait des masques, etc. etc. Non, les makers ont fait ça, c'était une très bonne chose, mais on a retrouvé le même fonctionnement dans d'autres tiers-lieux qui n'étaient pas les tiers-lieux équipés d'imprimantes 3D ou d'imprimantes laser. Simplement, c'était des lieux de sociabilité où des personnes avaient l'habitude de se rendre régulièrement, où ils avaient l'habitude de se rendre régulièrement pour rencontrer leur communauté et qui s'est organisés pour assurer leurs moyens, assurer leur subsistance en période de crise. Ce qu'on retrouve historiquement depuis toujours et qui simplement, depuis pas mal de temps,